Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vanessa Talbot, je fais partie de l'équipe programme avec Caroline Brio. Donc, je vais vous refaire la session que Harry m'a fait hier en anglais et je vais essayer de la faire aussi bien que lui en français, j'espère. Donc, je vais faire une petite introduction de mise à jour des applications KD et puis on va vous montrer deux exemples. Un sur une mise à jour en interne, donc lorsque vous déployez des applications internes à votre entreprise et lorsque vous déployez sur le site du client. Et ensuite, on verra un peu ce qui vous a été montré hier lors de la keynote, les nouvelles modifications qui ont été faites sur l'architecture des fichiers pour faciliter le déploiement des applications. Donc, ce qui est surtout très important lorsque on veut faire une mise à jour, c'est d'avoir le zéro administration, le moins de choses à faire, que ce soit pour le client facile, transparent, que vous n'ayez pas à lui demander de faire des manips en plus. Côté développeur, on a envie d'avoir un minimum de travail à chaque fois, en fait, de pouvoir faire une mise à jour sans avoir une journée à la préparer, mais avoir un maximum de contrôle sur ce qu'on fait. Et avec tout ça, on va vous donner faire avec la démonstration, vous allez voir des petites méthodes simples qui vous aident à le faire, et tout ça est fourni sur la clé. Et donc, chacune des méthodes, on les regardera un petit peu en détail, et vous aurez juste à les adapter un peu pour pouvoir les mettre à votre cas d'utilisation, à tous vos cas particuliers. Et puis en dernier, on verra les applications, la mise à jour. Donc, avant, vous pouviez faire des mises à jour en utilisant les scripts liés au système. Moi, je n'ai pas connu, je pense que peut-être certains de vous ont connu. Et depuis la V14, on a un updater interne à KD qui vous simplifie pour vous permettre la mise à jour des applications. Ce qui est quand même beaucoup plus facile qu'avant, puisqu'on a quand même une meilleure maîtrise. On fait quelques codes KD pour pouvoir le faire par rapport à avant. C'est interne à KD, c'est beaucoup plus simple. Donc la mise à jour, c'est valable pour les applications monopost, simple utilisateur, et également la mise à jour concerne aussi le serveur. C'est bien sûr applicable à toutes les applications engineées, et il faut savoir quand on fait la mise à jour, nous avons un log aussi détaillé pour permettre de savoir ce qui a été fait. On verra après. Alors les trois étapes, donc le CPD, qui est un terme inventé par Harim, donc qui est le create the update, donc créer la mise à jour pour le C, P, provide, donc plutôt fournir la mise à jour, et le D, faire la mise à jour. Donc créer la mise à jour. Donc en fait, on veut créer des mises à jour lorsque vous avez développé des nouvelles fonctionnalités que vous voulez fournir aux clients, lorsqu'il y a eu des nouvelles versions de KD et que vous avez envie d'en profiter. Donc il y a plein de raisons à chaque fois de faire des mises à jour. Ensuite, ça vous demande test. Et le test, beaucoup de tests, parce que je suppose que vous avez développé sur peut-être deux plateformes, Mac et Windows, mais également dans le cadre, il faut aussi vérifier, par exemple, Windows, vous faites compatible peut-être Windows 7, Windows 10, voilà. Ensuite, le 32 bits ou le 64 bits selon vos clients. Ça fait beaucoup de cas. Donc je sais que certains d'entre vous, on m'a dit qu'ils essayent d'optimiser. Bon, ce n'est pas l'objet de cette session, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour chaque mise à jour de devoir faire au niveau des tests. Ensuite, vous avez le build d'application. Donc vous pouvez faire ça soit avec l'interface qui vous aide de faire le build d'application, et vous avez également la commande build d'application, ou construire son application, je suppose, en commande française, qui vous permet de passer un XML que vous pouvez détailler. Et ainsi, la construction de votre application, vous pouvez aussi l'automatiser grâce à la commande, pour lancer, par exemple, tous les soirs, la construction de l'application, pour pouvoir lancer derrière les tests et de pouvoir juste faire, le matin quand vous arrivez, la vérification des tests. Donc, fournir la mise à jour. Généralement, on a besoin juste de la mettre en téléchargement. Donc, on avait par le passé les CD, les DVD, qui est un peu dépassé, qu'on n'utilise plus trop. Sinon, souvent maintenant, il est plus préconisé le FTP
ou le HTTP. Il y en a encore qui utilisent les disquettes. Il y a encore des machines qui lisent là. Donc, dans l'exemple qu'on aura tout à l'heure, moi je vous ferai un exemple où on télécharge avec le HTTP. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, l'automatisation des tests, ce n'est pas l'objet de cette feature. J'étais un peu vite tout à l'heure, voilà. L'automatisation, voilà, du build d'application grâce à la commande et toutes ces fameuses clés XML que vous pouvez avoir en détail dans la doc. Hein. Et vous pouvez, avec l'interface, générer le fichier XML, faire certains réglages et conserver ce fichier et éventuellement regarder la doc pour certains détails plus particuliers que vous voulez renseigner. Ensuite, pour pouvoir préparer sa mise à jour, votre application peut être assez grosse, donc il y a un besoin d'accélérer le téléchargement, de compresser la mise à jour, et enfin, de finir de pouvoir fournir la mise à jour. Donc, en interne, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez simplement faire des copies pour récupérer les mises à jour. Après, comme on a dit, quand vous êtes plutôt à un déploiement sur le site, là, pour le client, vous avez besoin de l'y mettre en download, donc un FTP, un HTTP. Donc là, vous pouvez aussi automatiser en utilisant, par exemple, sur le FTP, avec les commandes de KDIC, du plugin KD Internet Command. Alors, pour faire la mise à jour, il y a 3 commandes qui sont très intéressantes. On les reverra tout à l'heure dans le code, qui est le setUpdate folder, donc qui est Arnaud, setUpdate folder en français. Fixer le dossier, voilà. Ensuite, quitter 4D et voilà. J'ai plus l'habitude de quand je fais les how do I, de les faire avec le code anglais, donc je ne maîtrise pas du tout le langage français. Alors, avec un exemple. Alors, pour pouvoir aller plus vite lors de la session, donc il vous est fourni sur la clé, en fait, c'est 4D bases. Et pour pouvoir aller plus vite lors de la session, j'ai déjà buildé des préversions. Donc là, on a, pour celle-ci, j'ai buildé une version 1. Ah, il est sur l'autre, pardon. C'était beau, hein. Voilà, donc j'ai buildé voilà, une version 1 et une version 2. Pour pouvoir, voilà. Et vous avez avec la clé également un fichier doc que Harim a écrit qui explique en fait comment créer toutes les versions 1, version 2, etc. et les manips à faire pour reproduire la même chose que je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai également, je suppose que vous ne faites pas ça, mais pour des fins de démo et ne pas chercher, j'ai créé un dossier MyApplication sur mon desktop. Voilà. Alors, je vais plutôt changer. Recopie. Voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, dans mon dossier application, j'ai recopié la version 1 de mon client, la version 2 de mon serveur, et ici, j'ai créé un dossier MyUpdate auquel j'ai mis la version 2. Donc là, on est plutôt dans un déploiement que vous faites en interne. Donc là, pour des raisons de démo, j'ai mis tout ensemble, mais ça peut être sur plusieurs machines. Hein. Voilà. Donc si je lance d'abord mon serveur en version 1, donc là, c'est ma première installation. Donc il me demande de créer mon fichier de data, donc je vais le créer. Surtout, on ne le crée pas dans le package pour ne pas le perdre, donc je vais le mettre sur le bureau, ce qu'il ne faut pas faire, mais pour des fins de démo, je vous le fais. Voilà, donc là on a tout écrié. Donc on voit bien qu'il nous a dit que c'était la version 1, il nous prévient qu'elle est bientôt périmée, parce qu'on va bientôt faire la version 2. Voilà.
Maintenant, je lance le client. Voilà. Et lui aussi est en version 1. Donc, on a un petit menu auto-update et cette fois-ci, on va dire OK. Donc, on va utiliser le petit Do It Now. Fait tout seul. Quitter l'application. Donc, on voit ici, en fait, il renomme l'ancien hold. Hop, c'est très rapide. Il a copié le nouveau et enlevé et hop, il relance. Bon, c'est hyper rapide parce que tout est sur la même machine. Voilà, donc là, on est bien passé en version 2. Et maintenant, je relance le client. Donc, il nous détecte que la version n'est plus à jour et donc il va faire sa mise à jour. Donc voilà. Hop, on a vu les hop, et voilà. Alors, j'ai été un peu vite, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, c'est-à-dire dans le serveur, j'avais préparé, c'est-à-dire j'avais déjà en... Voilà. J'avais un web folder où j'ai mis un PNG et un MyIndex qui n'était que dans la version 1 et qui m'a recopié. Donc on peut voir, je suis désolée, j'ai été trop vite. Si je vous montre, voilà, celui qui l'a copié de la mise à jour. Hop. Serveur database. Oui, il le recopie. Alors l'original. L'original copié. Voilà. Ah. Juste en version 1, mince. Désolée. Voilà. Désolée. Donc en fait, c'était la version 2 ne contenait que ça. Et on va voir en détail, en fait, dans le code de la commande, il sauvegarde le dossier web folder, le dossier préférences et le dossier log, je lui ai demandé. Qui ne sont pas les logs de KD, là, ce sont des logs perso que j'ai fait avec mon code et que je veux garder et ne pas perdre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le fameux fichier là, settings.4dsettings? Donc c'est Voilà. Ici. Donc c'est quelque chose qui est arrivé avec la V14, si je ne me trompe pas. En V13. D'accord. Donc en fait, si vous modifiez le premier, voilà, qui est les propriétés de la structure, ici, vous allez écrire dans votre 4DC. Donc quand vous allez faire la mise à jour, vous perdez. Donc en fait, si vous utilisez... Voilà, le propriété utilisateur, ce sont les paramètres que vous pouvez modifier. Ceux-là sont dans un fichier XML qui est KDSetting, que vous avez besoin, par contre, avant de faire la mise à jour, comme là, je vais vous montrer le code, de le récupérer, de le copier et de le remplacer, de remettre. C'est stocké dans l'appli, forcément Pour l'instant, oui. Oui. Juste une chose, à propos de ce fichier settings, là, à côté, bon, là, il n'y a pas de backup, mais s'il y a des backups, il y a un dossier backup, on est d'accord? Oui. Ça sauvegarde l'intégralité du dossier ou ça sauvegarde uniquement le fichier settings? Je ne sais plus, on va la regarder. Mais il y a possibilité, voilà, de... Toujours, c'est qu'on ne pouvait pas sauvegarder les histoires de backup. Oui. S'il est là, vous pouvez sauvegarder là, le dossier entier. En fait, on va regarder dans la méthode en détail. En fait, on récupère ce qu'on a besoin, on le copie dans le package qu'on veut mettre à jour et ensuite on fait un remplacement de package.
Alors avant de regarder, on va essayer la deuxième, qui est la mise à jour avec un autre site. Alors cette fois, je vais lancer, en fait, je vais utiliser le serveur HTTP de 4D. Donc par exemple, avec une V14, je lance cette base-là. Voilà. Et si on regarde, en fait, dans le web folder ici, voilà, j'ai mis ma mise à jour de serveur, en fait, zippée. Donc, hop. Donc ici, par exemple, pour recommencer, j'enlève ma version 2. On va recopier version 1. Hop, ça on est toujours avec la version 1. Donc je lance mon serveur. Comme il est en version 1 avec le relance, il me demande où est. Donc cette fois-ci, je vais rouvrir. Et je vais aller charger ce que j'ai mis sur mon bureau. Non. Cliquez au bureau. Hop, voilà. Merci. Hop. OK. Je lance mon client. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va ouvrir un petit assistant où on va voir en décomposer toutes les étapes. Donc, en premier, je vais télécharger ma mise à jour. On attend un peu. Voilà. Donc, j'ai récupéré ma mise à jour. Ensuite, je dézippe ma version qui se trouve ici. Donc là, on est dans on peut voir dans les dossiers temporaires de l'OS. Donc pourquoi on l'a mis à cet endroit-là? Parce que sur le site chez le client, on ne sait pas quels sont les droits qu'il a sur la machine. Donc cet endroit-là, qui est le dossier temporaire, on est sûr en fait qu'on a le droit d'écrire, de lire et de compresser. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre à cet endroit-là. Au moins, on est sûr de ne pas être bloqué par les sécurités plus ou moins fortes de l'utilisateur. Voilà, donc on voit qu'on l'a ici. Ensuite, la fonction save essential. Donc c'est justement celle qui permet là, de sauvegarder le cas des settings, mes logs, ce que j'ai dans mon web folder. Donc on verra en détail tout à l'heure. On peut mettre également le backup XML si on veut. Donc voilà. Ensuite, je fais le set update folder, donc pour lui désigner en fait où est la mise à jour à faire. Et ensuite, je demande de faire la mise à jour. Donc on a comme tout à l'heure le petit message pour prévenir à l'utilisateur, le client. Hop. Et donc si on revient, voilà là, on voit à nouveau le serveur renommé, hop, et enlevé. Et version 2. Et on a bien toujours toutes les données. Et si on relance le client, ça va être pareil. Il détecte que la mise à jour nécessaire. On voit le tempo. Hop, et il relance. Alors, allons voir en détail. Hop, fermons.
Donc, méthode. Donc tout à l'heure, quand on a fait dans le premier cas la méthode do it not, do it now, en fait, elle va appeler les étapes qu'on a vues tout à l'heure en détail, save essential, set update folder et make update. Alors, tout à l'heure, en premier, on a fait le téléchargement de la mise à jour. Donc là, on était, dans le cadre de l'exemple, tout sur la même machine. Hein, donc l'adresse IP, on a mis plutôt du localhost. Après, vous pouvez configurer en fait votre adresse IP, le nom de votre mise à jour. Ici, donc, comme je disais tout à l'heure, on a choisi le dossier temporaire pour des raisons de sécurité, être sûr qu'on a accès. Vous avez le code pour Windows et pour Mac. On crée la mise à jour et blob et une alerte pour le successful. Donc assez simple. Après avoir fait la mise à jour, nous avons des IP. Donc voilà, donc c'est pareil, on a en fonction de la plateforme, soit avec macOS. Est-ce que ça marche en HTTPS aussi ou pas HTTPS also? FTP. Ah, yes. You can do what you want. You can Yes. do what you need. I choose HTTP because it was easier for me oui. to Oui. have not an FTP server on my computer here. Est-ce que c'est possible de l'avoir en version sécurisée en fait, simplement de pouvoir télécharger un HTTPS par exemple, pour sécuriser le transfert? Oui, oui, oui. Oui. Finally, it depends what you need to do. Oui. How big your files are, how many files you have, if you have to authorize yourself for download, it depends. But you can also authorize yourself using HTTP. It's possible. With HTTPS. HTTP authorized, yeah. You understood me in English? Yes, yes, yes. Okay. Thank you. Donc voilà, vous avez le code pour des IP sur Mac ou sur Windows. Donc sur Mac, on a utilisé simplement le zip interne avec le launch external open qui permet des IP. Et pour Windows, on a utilisé 7zip. Après, vous pouvez adapter selon comment vous voulez des IP. Voilà, vous avez un exemple. Après, à vous d'adapter. Oui. Quand vous avez parlé du dossier temporaire, donc ça suppose que le cadre des clients, sur le PC par exemple, doit être installé systématiquement de base sur les dossiers temporaires? Non, c'est la mise à jour. En fait, quand vous téléchargez la mise à jour, comme vous ne connaissez pas les restrictions du système, en fait, on choisit de télécharger la mise à jour et de la mettre dans le dossier temporaire, puisque c'est l'endroit où on est sûr d'avoir toujours accès. Après, par manipulation, justement, j'ai plutôt copié le client sur le bureau dans My Application. D'accord. Et si le cadre des clients, par exemple, en client serveur exécutable, hein, si le cadre des clients est copié dans un dossier sous la racine, vous savez, je parle Oui, oui. Et que l'utilisateur n'a pas spécialement les droits d'écrire dans ce... Là, vous serez obligé d'avoir, s'il sait à cet endroit-là, il ne pourra pas changer, que ça lui est interdit d'écrire, il sera obligé d'avoir l'administrateur pour faire sa mise à jour. Voilà. Voilà. Oui, s'il n'a pas accès et pas le droit, hein, il faut que ce soit dans un endroit où l'utilisateur puisse accéder. Actuellement, en V13, alors, on a remarqué que la mise à jour automatique des clients, je ne parle pas du serveur, mais la mise à jour automatique des clients se fait bien à condition de redémarrer le poste client. C'est-à-dire que si l'utilisateur relance le cadre des clients Ouais. sans avoir redémarré le poste, la mise à jour commence à se faire, et puis la mise à jour ne se fait pas bien, l'application ne se lance jamais, comme s'il y avait un dossier verrouillé ou un fichier verrouillé. Ce problème a été réglé? Je n'ai pas connaissance de ce problème quand on fait les essais. Le cas du client, il est dans ces deux points. Je ne sais pas si vous avez un fichier verrouillé, par exemple Azifon. Il ne faut pas le mettre là. Il faut le mettre dans le système.
Nous, en tout cas, c'est ce fichier qui nous... D'accord. Le fichier Azifon qui est utilisé par les plugins, c'est plus d'actualité. En fait, c'est pas ça, c'est le système qui s'approprie le fichier Azifon. Mais oui, mais si on met dans les polices du système, il Eh ben oui, s'approprie mais dans le dossier police. Le système en fait va checker en fait le dossier. J'ai le problème avec les runtime. Et en fait, il va checker le dossier. Et lorsque je fais une mise à jour, enfin, moi je le fais manuellement par script. Et ce fichier-là, en fait, il refuse de le remplacer parce que le système en a pris possession. Nous, D'accord. on a résolu le problème en mettant ce fichier dans le dossier police du système. Moi, je l'ai enlevé de mon. Et à ce de mon moment-là, archive, le je système copie va chercher tout, dans le ça dossier sort. police du système. D'accord. Et pourquoi on peut partager ça. Donc c'est le fichier, et ce fichier Azifon, Et là, en fait, il est dans le dossier. En fait, un dossier l'application. il y en a toujours besoin en VK. Alors, Quelle idée. je vais répondre à la question, parce que c'est moi qui m'en suis occupé. Ce fichier-là est plus nécessaire depuis la V12 même. Ah. Donc vous l'enlevez tout simplement du dossier de 4D et il n'est plus du tout utilisé. Parce qu'on s'en sert pas, il était là et voilà, donc il faisait de mal à personne jusqu'à Windows 7 où il y a un bug qui fait que les fontes restent verrouillées et ne sont jamais, le fichier est jamais déverrouillé par le système. D'accord. Voilà, donc il suffit tout simplement d'enlever le fichier du dossier de 4D. Il sera jamais chargé par 4D, donc jamais verrouillé. Et 4D s'en sert pas. En fait, c'est des vieilles polices bitmap qui étaient utilisées à l'époque de Win32. D'accord. Alors, donc après avoir des IP, nous avons fait le Save Essential. Donc là, on a cité où était le package des IP récupérés, puisque c'est dans celui-ci en fait qu'on va copier ceux que vous avez dans l'application que vous voulez mettre à jour et que vous voulez garder. En fait, on va aller faire une copie dans la mise à jour, avant de après remplacer les deux. Donc en fait, dans cet exemple-là, on a récupéré simplement les logs. Donc en fait, c'est le dossier entier, voilà, qu'on récupère avec un copie document. Nous récupérons le dossier des préférences. Donc le backup XML dans cet exemple sera bien recopié. Et le dossier web folder également qu'on fait une recopie. Après, si vous avez d'autres fichiers ou d'autres dossiers que vous voulez garder, il vous suffit en fait de compléter cet exemple, de l'adapter à vos besoins. J'ai une question là-dessus. Au niveau des 4D serveurs, pardon, Windows, évidemment, le dossier d'application 4D est installé sous administrateur. Je sais que le processus de mise à jour se fait en mode administrateur, mais quand on va copier des fichiers comme ça, est-ce que ça va fonctionner? On n'est pas en processus de mise à jour, là. On prépare la mise à jour. Oui, si, c'est possible que si... Puis, mon autre question aussi, puis j'ai déjà entendu ça, là, puis j'ai juste vérifié. C'est sûr que les administrateurs réseau ont l'habitude de mettre nos applications 4D dans le dossier Program File. Moi, on m'avait déjà dit, au niveau des techniques, il y a quelques années, c'était pas une bonne idée, parce que je sais que, d'ailleurs, Oui. le Program File est géré de façon très serrée par Windows. Oui, il y a eu des évolutions. Donc maintenant, dans le programme File, normalement, les applications ne doivent pas se modifier, en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on vous demande de sortir à l'extérieur, en fait. On va voir dans la deuxième partie sur la nouvelle architecture pour le déploiement, nous avons commencé à sortir certains paramètres qui ne sont plus sauvegardés dans 4D. Donc on travaille actuellement là-dessus. Donc au fur et à mesure, en fait, vous en aurez moins et dans quelques temps, on pourra vous dire c'est bon, vous pouvez la mettre dans le dossier programme File. Donc, pour l'instant, Non, c'est préférable de ne pas le mettre puisque justement, au niveau oui, par exemple, dans le cas de Windows, il peut détecter que vous avez fait des modifications, donc peut-être corrompu, peut-être vouloir faire une mise à jour, donc ça peut poser des soucis, oui. Mais en complément de ce qu'il disait, c'est vrai que souvent sous Windows, il est lancé en service, au serveur. Et donc le
service qu'il lance au démarrage, il a des droits spéciaux en fait, D'accord. selon comment on a lancé la session. Et donc, qui ne sont pas forcément les droits de la... Donc quand il se met à jour, il se met à jour sous le compte dans lequel il a été lancé en service, ou comme si on rentrait en console et sous notre compagnie. Il y a peut-être justement Laurent qui vient de rentrer dans la salle peut aider à la question de l'updater. Il se lance sous quel... A priori, il se relance au même monde. Ouais, et donc il a les droits du service pour les modifs. Oui. Merci. Alors continuons ensuite. Donc l'autre étape était de... non, il nous en manque une avant, le set update folder, voilà. Donc qui était de setter où se trouvait le fichier pour la mise à jour. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la commande qu'on a dit, set update folder, et on lui passe simplement, voilà. Donc vous avez l'exemple pour Windows ou Mac, et juste passer, voilà. Et ensuite, c'était donc on relance 4D, faire l'update, donc le restart 4D. Donc dans cet exemple-là, nous avons mis 30 secondes pour le client de réagir. Si vous trouvez que c'est brutal, vous pouvez mettre un peu plus longtemps, mais il faut bien définir un temps, puisque la mise à jour est quand même prioritaire ou important, et vous pouvez avoir des clients qui sont partis en week-end et qui laissent leur machine allumée et le client. Donc il faut bien pouvoir faire la mise à jour, donc au bout d'un moment, il faut bien définir un temps. À vous de régler ce qui vous paraît le plus juste. Dans cet exemple, voilà, nous avons mis 30 secondes, et ensuite vous avez le message qu'on a vu affiché tout à l'heure, vous pouvez adapter comme vous voulez. Et ensuite, voilà, les logs. Donc revenons au slide. Donc on a vu l'exemple, donc on a fait, voilà, le Asaros. Donc le nom auto make new qui a été donné, en fait, il est parce que sur Windows, en fait, apparemment, il est interdit d'utiliser le terme update en application. Donc, et puis de toute façon, il vaut mieux, voilà, mettre le nom de votre application. C'est pas, voilà. Ensuite, le versionning, utilisez en fait le versionning que vous propose le build app en version, mais ne le mettez pas dans le nom de l'application, puisque les paramétrages que vous avez de votre application qui se trouvent dans les préférences de l'utilisateur du système qu'il y a, en fait, sont sous le nom de votre application. Donc si vous mettez application V1, application V2, il ne retrouvera pas ces préférences. Donc il est préférable, voilà, de garder que les deux noms soient toujours les mêmes entre chaque version. Donc cet update folder ne marche que en compilé et que pour les applications engineées, sinon vous avez une erreur. Vous pouvez récupérer toutes les erreurs en utilisant le onErrorCall, le appeler sur erreur, je crois, c'est l'événement. Voilà. Donc la modification avec l'updater, ça vient avec la V14. Donc pour migrer de V13 à V14, vous avez un petit... Ça se fait en 2 étapes, mais KDE vous fournit le package pour le faire. Et après, une fois passé en V14 pour les autres, ce sera l'update normal, comme on l'a vu. Donc là, on a fait un upgrade à chaque fois de V1 vers V2. Mais si par exemple, vous avez fait votre migration vers votre V2 et quand vous lancez, vous voyez quelques soucis ou vous voulez retourner en arrière, comme on a vu que c'était juste une substitution entre 2 packages, vous pouvez cette fois-ci remettre en téléchargement votre version V1, lancer la mise à jour et c'est la V1 qui revient. Donc c'est assez pratique. Voilà. Vous pouvez aussi downgrader en cas d'erreur facilement en réutilisant le même système. Voilà, donc pourquoi on n'utilise pas les standards installeurs? Parce qu'ils ne sont pas cross-platform. Voilà. Donc justement, la nouvelle architecture. Donc c'est ce qu'on a vu hier, vous avez pu voir lors de la keynote. Donc c'est quoi ce qu'on appelle la nouvelle architecture? C'est quels sont les fichiers, où se trouve le fichier. Donc on a le data, la structure, les logs, les ressources, le web folder. Mais également où se trouvent les settings. Donc, par exemple, le cache du serveur qui peut être dans l'XML, plein d'autres informations. Où se trouve le chemin du data, qui est par exemple actuellement à la structure. Voilà.
Donc la nouvelle architecture de déploiement concerne les applications Nginx uniquement, mais la partie serveur, la partie client et également la partie application monoposte. Donc le but de ça est un peu d'essayer de simplifier le process de déploiement et également de tendre justement vers avoir des applications read-only pour pouvoir les mettre dans le dossier programme file dans l'avenir. Donc ce qu'on a déjà en fait, donc vous aviez le fichier que vous a montré tout à l'heure, le KD setting qui vous externalise et que vous avez à copier, comme on a vu avec le save essential et remettre. Vous avez l'updater depuis la V14 qui vous simplifie combien d'utiliser. Donc vous avez maintenant le default data qui est apparu en V15. Donc on a en fait dans cette partie-là, ici vous êtes en fait, c'est votre base de développement. Donc en fait vous mettez à la même hauteur que vous avez votre structure, votre data que vous utilisez pour le développement. Vous créez un dossier default data. Et vous pouvez mettre dedans, en fait, donc vous mettez un fichier de données qui soit celui est réellement compatible avec votre structure, pas un fichier de données de n'importe quelle application. Ce fichier de données peut être vide, ou vous pouvez avoir des données dedans, qui par exemple peuvent vous servir pour faire une démonstration au client, ou voilà, pour servir un exemple. Et vous pouvez également mettre d'autres fichiers qui peuvent servir, comme là par exemple on a mis une image qu'on veut copier. Ensuite, quand vous buildez votre application, ce dossier est automatiquement recopié en fait, dans votre dossier, dans votre application finale. Donc l'intérêt, c'est comme c'est fait lors du build app, si vous faites par exemple des applications pour Mac et que vous voulez les signer, eh bien c'est recopié avant la signature, donc c'est intégré dans la signature. Donc ce fichier, il est intéressant au premier démarrage, c'est-à-dire que 4D va l'utiliser en fait au premier démarrage, s'il n'a pas le 4D qui d'habitude lui est renseigné dans sa structure comme là, dernier fichier à ouvrir, en fait n'est pas présent, il va regarder s'il a un fameux fichier par défaut et va l'ouvrir. Ce fichier par défaut est toujours ouvert en read-only. Ça, vous êtes sûr que votre client ne va pas écrire dedans. Ensuite, vous pouvez détecter au démarrage de la base ou au démarrage du serveur que vous avez ce fichier-là qui a été ouvert. Et ensuite, vous pouvez, par code, choisir ce que vous voulez. Donc, soit afficher un autre dialogue d'ouverture qui vous demande de créer un data, mais qui soit un peu plus explicite pour votre client. Ou vous pouvez choisir de créer automatiquement un data à un endroit particulier. Voilà, vous avez la main, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous relancez 4D. Et automatiquement, le nouveau fichier de data que vous avez créé, ce sera celui-ci qui sera utilisé au démarrage suivant. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc, voilà, donc là c'est une application monoposte. Ici, non, pas zoomer. Je peux regarder les... If you want to enlarge it, yes. use a command and with 2 fingers on the mouse pad. Contrôle de doigts. Non, il doit être... Let me check. Il doit être désactivé. Oh, c'est désactivé. Yeah. Oui. Ah. Non. Ah. OK. Donc on voit que c'est bien le default data, default KDD qui a été ouvert. Je dis
OK, donc voilà, il n'a pas trouvé, il a bien détecté, c'était le défaut d'attaque qui était ouvert. Et dans cet exemple, en fait, on va... Voilà, donc on est sur le Run Startup et on va créer un autre fichier. Hop. Donc on a créé le fichier. Dans Documents, ici. My own data file, my own data file. Et ce qu'on va voir ici, voilà. Il a relancé, on utilise my own data file. Donc si donc allons voir. Et hop. Return pass. Là. Voilà. Donc là, c'était sur les alertes qu'on a démarré. Donc simplement, on a vérifié par le nom pour détecter quel était le data ouvert. Donc toutes ces features liées à la nouvelle architecture, en fait, vous avez dans le panneau compatibilité une nouvelle option à checker ici, donc qui s'appelle voilà, Use New Architecture for Application Deployment. Donc en fait, si vous décochez cette case, vous avez le comportement actuel. Voilà. En activant, vous avez toutes les nouvelles features qui arrivent les unes après les autres, qui utilisent le comportement pour tendre vers le read-only. Donc, par exemple, dans le cas là, on a sorti l'information du dernier data ouvert, qui, comme on disait, se trouve dans la structure actuellement, dans votre 4DC. Donc, on l'a sorti à l'extérieur du package. Mais étant donné qu'elle est à l'extérieur du package, par rapport à vos utilisations que vous vouliez faire aujourd'hui en étant dans la structure, ça vous simplifier et permettait de faire plusieurs choses. Donc, par exemple, de dupliquer plusieurs applications pour, par exemple, ouvrir la facturation 2015 avec une application, la facturation 2016 avec une autre, voilà, ou de pouvoir déplacer en fait votre application n'importe où et de toujours retrouver le data. Donc pour ça, on a fait 2 cas. Vous pouvez, quand vous choisissez, en fait, de sauvegarder les informations par le nom de l'application ou par le chemin de l'application. Donc si vous êtes, par exemple, par justement le nom de l'application, ou que vous mettiez l'application sur votre disque, ou que vous la déplaciez, elle retrouvera toujours son data. Si vous choisissez par le chemin de l'application, dans ce cas-là, en fait, ça identifie le chemin de l'application et le chemin de données. Donc là, en fait, vous pouvez la dupliquer et associer en fait à une application, chaque application, un data particulier. L'inconvénient dans ce cas-là, c'est que si vous la déplacez, évidemment, vous perdez le data, il faut le rechoisir. On peut vous montrer. Ça veut dire que si un client, ça arrive de temps en temps, ça arrive jamais, donc ça arrive de temps en temps, un client va faire une copie, surtout dans le cas des monopostes, va faire une copie sur une clé USB puis déplace le data. Ça veut dire que l'application maintenant va chercher dans tout le disque dur, va trouver le data par le nom? Alors non. En fait, le chemin du data est sauvegardé maintenant dans les préférences. Donc par exemple sur Mac, dans Library, hop, dans la bibliothèque, KD, Application Support.
Donc le nom de mon application, cette fois-ci, c'était... My app open dialog. Là, Search for oui. this. Last Voilà. data path. Vous avez- ok. Donc vous avez ici, on peut voir le chemin d'exécutable qui vous est donné. Donc on voit, voilà, donc on était sur MyOpenDialog. Et ensuite vous avez le data file qui était MyOnDataFile. Et vous avez en fait la dernière ouverture. Et si on a plusieurs instances de la même appli, ça viendra. Ça viendra voilà, dans ce fichier en fait. Donc à chaque fois, vous avez en fait une paire entre où se trouve votre application et où se trouve votre data. Voilà. Et donc en fonction du choix qu'on a vu dans les slides, voilà, soit il résolve simplement en fait dans ce fichier, il prendra le dernier ouvert, ou il fait la résolution d'avoir bien le chemin. Ça, c'est Alors ça, c'est au développeur de le choisir. C'est pas la version, c'est la R4. non, c'est pas encore sorti. C'est encore en cours de qualité, donc ça arrive bientôt. Voilà l'exemple qu'on a vu. Donc nous avons aussi fait des modifications sur le côté du client, parce que c'est pareil, en fait, la connexion du client au serveur, les informations du serveur sont actuellement sauvegardées dans le package. Et il résout. Donc c'est pareil, nous avons sorti cette information-là dans un fichier dans le même style que de la data qu'on vient de voir à l'extérieur dans la librairie. Vous avez les paramètres en fait, du serveur qui se trouve à l'extérieur. Ça a également un intérêt, par exemple, dans le cas où votre serveur est tombé. Donc, en fait, dans votre application, vous avez le engine 4D serveur qui renseigne votre serveur principal, celui qui est tombé. Vous envoyez un mail pour dire à tout le monde, tenez, c'est la nouvelle adresse de votre serveur. Quand ils vont se connecter, en fait, nous 4D sauvegarde à chaque fois le dernier serveur réussi à l'extérieur, la dernière façon qu'il a réussi à se connecter. Donc, tant que votre serveur principal n'est pas remonté, par exemple, votre client ne l'aura rentré qu'une seule fois l'information du serveur de maintenance, de remplacement. À chaque fois qu'il va se reconnecter, il va tenter avec le serveur, le engine server qui a des links, il ne pourra pas se connecter. Derrière, essaiera avec le last server XML, il pourra se connecter. Et quand votre serveur sera à nouveau mis en place, eh bien, avec le engine KD server link, il va pouvoir se connecter. Donc, il va prendre celui-là et remplacera le last server. Donc ce n'est pas disponible encore, c'est pareil dans une prochaine, bientôt, release. Alors là, je ne peux pas vous faire une démonstration parce que j'ai qu'une machine, donc ça va être, voilà, c'est pour ça que je ne vous fais pas de démo. Donc voilà, c'était ça. Et c'est pareil, ça s'active avec cette option-là et ça arrive bientôt. Il y a déjà un lien pour les clients et un 4D link qui permet de donner le chemin. Je sais parce qu'en TSE, on le met forcément dans le dossier à côté des clients pour qu'il y ait des lignes différentes, justement. Oui. Sinon, s'il est stocké dans les préférences du système, il est commun et ça pose des problèmes quand il y a beaucoup de sessions. Le dernier serveur. Oui. Il y a déjà un... C'est le dernier, voilà. Une question. La mise à jour automatique du client, elle se fait d'une version de 4D à l'autre aussi? Oui. Oui. Oui, vous pouvez mettre le serveur de mise à jour du 12 vers 13 et dans votre serveur, vous fournissez en fait une mise à jour du client 13. Voilà. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, quand l'utilisateur va démarrer son 4D client de l'ancienne version qui ne pourra plus se connecter, il va détecter tout seul la mise à jour. C'est ça. On aura, comme tout à l'heure, le message qu'on a eu d'une version V1 vers V2. Vous aurez le même cas, en fait, ce petit message où il lui informera que sa version est obsolète. Et ça fonctionne à partir de quelle version, ça, V14 V14, l'updater. Donc si on est en dessous, le
le problème se posera de la même manière. Donc, Oui, sur vous- une V12 vers une V15, par exemple. Donc là, on se retrouve en face du même problème, c'est-à-dire qu'il faut passer sur tous les postes pour mettre à jour le client. Il n'y a pas un moyen de... Vous avez, comme vous pouviez faire avant, je crois, les scripts, systèmes ou choses comme ça, non. Voilà, c'est une amélioration qui vous est disponible à partir de la V14. Vous avez parlé du downgrade, sauf que si on a mis le serveur dans une version, les clients ils sont connectés, ils sont mis à jour dans une version qui correspond au serveur. Si on downgrade le serveur, les clients ne pourront plus jamais se connecter. Parce qu'ils vont dire que le serveur est dans une version inférieure. Il devrait avoir la... Il downgrade aussi, il ne fait pas que longtemps, il se remet à jour. Enfin, en tout cas, de 13.5 à 13.6, il repasse de 13.6 à 13.5, etc. Ah ouais. Il y a certains passages qui sont autorisés, d'autres non. En soi mineur, généralement, on accepte la connexion. Par contre, passer d'une majeure à une majeure précédente. Ensuite, les upgrades, c'est soit un changement dans le code applicatif, soit un changement dans l'engine que vous utilisez, soit les deux. Ce que j'ai compris, dans le dossier pour avoir la mise à jour, il faut mettre le package au complet, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas faire... souvent, c'est le fichier 4DC qui va changer. On ne peut pas juste mettre ce fichier-là pour se mettre à jour. Non, si vous utilisez l'updater, non, c'est le package en entier qui est remplacé. Excusez-moi, vous allez peut-être rejoindre pour une version monoposte. Oui. Donc, lorsque l'application monoposte est installée sur un poste client, comment on détecte là qu'il y a une nouvelle version? C'est au client d'aller voir... C'est la mise à jour que j'ai proposée là, elle est faite à la mano. Après, ça peut être à vous d'avoir un moyen d'avoir codé d'un truc qui détecte la... Je sais pas, qui regarde par exemple une fois par jour, est-ce que vous avez déposé une mise à jour à tel endroit? Vous pouvez faire des solutions de ce genre-là. Alors, merci, je crois qu'il y en a qui on va avoir besoin de la salle. Donc si vous avez d'autres questions, on peut en discuter à l'extérieur et on va laisser... Merci.